Étienne Giros, bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, président aussi de l'EPCAM, le secteur privé européen en Afrique, et vous venez de commander un baromètre des leaders d'opinion africains au cabinet IMAR. Pourquoi cette étude ? Parce que pour les investisseurs internationaux, le climat des affaires est très important. Il faut connaître l'organisation du pays, il faut mesurer ses risques et il faut avoir une idée de l'avenir. Et qui façonne l'avenir, d'une manière ou d'une autre, quand même qu'on le veuille ou non, si ce n'est les leaders d'opinion. Donc c'est intéressant de connaître l'avis des leaders d'opinion. Je rappelle que ce baromètre sera présenté vendredi au forum Mossi-Sian qui a lieu à la Chambre de commerce de Paris. Un des enseignements, c'est que les leaders d'opinion sont plutôt confiants dans leur avenir. Oui, alors ils sont confiants, et ça c'est assez encourageant. Ils sont modérément confiants et ils portent une image modérément positive sur leur pays et sur l'Afrique. À peu près la moitié considèrent que l'Afrique progresse et va mieux. Mais l'autre question très importante, c'est comment ils voient leur propre avenir. Et ça, à peu près aux 3/4, ils sont positifs sur leur propre avenir. Alors ceci s'explique par le fait que c'est des leaders, ils sont déjà bien assis dans la société, et donc ils ont une vision positive de leur avenir. Enfin, il faut bien noter donc qu'il y a, entre leur avenir personnel et la vision qu'ils ont de leur pays, il y a une petite différence, mais quand même dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Oui, parce qu'ils sont quand même assez sévères avec leurs institutions, leur système éducatif aussi, qui pour eux doit être une priorité d'investissement des États. Il faut d'abord dire que ces leaders d'opinion, nous les avons choisis d'une manière générale. Il y a les politiques, il y a les intellectuels, il y a les hommes d'affaires, il y a aussi les religieux, mais il y a aussi ceux qui font l'opinion dans le domaine de l'art ou du sport. Donc c'est assez général, c'est vraiment les leaders d'opinion généraux. Alors oui, ils ont aussi des pistes de progrès qu'ils ont mis en avant. Par exemple, la première, c'est l'éducation et la formation. La deuxième, c'est le système politique. La troisième, c'est le digital. Enfin, ils ont une vision moderne. Et puis, il y a quand même aussi l'éternelle lutte contre la corruption dont ils parlent. Le digital fait figure de filière d'avenir pour ces pays-là. C'est le grand saut technologique qui est en train de réaliser l'Afrique. Oui, alors le digital, en soi-même, le digital n'est pas une activité, ce n'est pas un secteur économique. Le digital permet simplement à l'Afrique, comme vous le dites, de sauter une étape et de résoudre les difficultés. Par exemple, prenons le système bancaire. Il n'y a pas assez d'agences pour bancariser les pays parce qu'il n'y a pas un maillage suffisant sur le territoire. Le digital, avec les téléphones portables, peut y répondre. L'éducation et la formation. On ne va pas éduquer 500, 600 millions de jeunes Africains à l'avenir en construisant des milliers de salles. Il n'y a pas l'argent pour, il n'y a pas les moyens pour. L'e-learning et l'enseignement par Internet va peut-être résoudre ce genre de problème. Pareil dans le domaine médical. Savez-vous qu'on peut de plus en plus émettre des diagnostics, la téléconsultation, voilà des réponses qui permettent de surmonter un certain nombre de retards industriels ou infrastructures. Autre enseignement de ce baromètre, c'est que ces leaders d'opinion sont très panafricanistes et ils voient des pays leaders sur le continent. Oui, je pense que vous avez raison de dire ça. Je pense qu'il ressort un petit peu en sous-main dans ce sondage qu'ils sont fiers de l'Afrique. Ils sont fiers de leur continent. Ils ont quand même confiance, tout en ne négligeant pas le fait qu'il y a des problèmes. Alors, d'ailleurs, quand on leur interroge sur les pays africains qui pourront la meilleure image, ils placent d'abord en tête l'Afrique du Sud, puis le Maroc, puis le Ghana et le Rwanda. Et quand on regarde, effectivement, y compris le Rwanda qui est un petit pays, mais on sait très bien qu'il performe au plan économique, c'est assez juste comme classement. Petit pays à la grande influence. Petit pays grande influence, très porté par son président. Ce sont aussi des économies qui se diversifient et des économies dans ces pays qui se projettent sur le continent avec des entreprises qui vont chercher des parts de marché. Oui, et par exemple, je peux vous dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ils ont mis en avant tous ces leaders d'opinion, par exemple quelques grandes marques africaines, par exemple Dangote a été cité comme un porte-parole du secteur privé africain. Groupe agroalimentaire, dans le ciment, multidimensionnel. Nigérian. Mauvaise nouvelle quand même dans ce baromètre, c'est que la France, dans la perception des pays étrangers en termes d'image, est larguée derrière l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, le Japon, même parfois la Turquie. Alors, larguée, c'est un mot un petit peu dur, mais elle n'est pas très bien placée, et autant vous le dire, moi je trouve ça un peu décevant.
C'est exact. Alors, il y a deux choses en réalité. D'abord, l'image de la France n'est pas excellente. Quand on demande qu'est-ce que vous pensez, quelle est l'image que vous avez des pays, d'une manière spontanée, la France n'arrive en gros qu'en 5e position. Après l'Allemagne, après la Chine, après le Japon et après les États-Unis. Pour quelle raison, selon vous? Alors, mais je pense que c'est l'image qu'ils portent sur le pays. Alors d'abord, ils connaissent bien les pays. Ils connaissent bien la France. Et donc, ils connaissent nos défauts et nos difficultés. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Elle est sûrement supportée par la qualité de ses produits et l'action, je pense, de Mme Angela Merkel depuis 2 ans sur la création de son initiative Compact with Africa, ou par exemple son ouverture de frontières il y a 1 an et demi, où elle a dit qu'elle allait accueillir 1 million d'immigrés. Tout ça, je pense, a favorisé, aux yeux des Africains, l'image de l'Allemagne. Quant aux États-Unis, ils bénéficient de leur position de leader mondial. Ils ont quand même tout le système Internet et le système du digital dans le monde, c'est eux qui le contrôlent. Et donc, ils ont une aura qui leur bénéficie. Ça, c'est la partie image du pays. Ensuite, on a demandé, est-ce qu'ils pensaient quels étaient les pays qui étaient les plus efficaces et les plus utiles pour l'Afrique. Et là, c'est à peu près le même résultat. La France n'est pas bien classée, 7e. Et ça, je pense que ça a d'autres explications. C'est le fait que, d'abord, nous avons un passé colonial. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever de l'imaginaire des leaders d'opinion africains. Ils l'ont encore. Et qui est réactivé actuellement sur les réseaux sociaux, la bataille contre le CFA. Voilà, tout ça. Notamment. Et puis la question de l'immigration, enfin, toutes ces questions qui nous pèsent. Bon. Et puis la deuxième chose, je pense que de notre côté, nous ne vendons pas assez, nous autres Français, ce que nous faisons. Donc les entreprises sont bien placées, mais est-ce qu'on vend assez ce qu'on fait? Est-ce que notre pays vend assez l'aide publique au développement qu'elle la met? Les efforts que nous consentons en termes d'aide, de formation et militaire pour l'Afrique sont-ils suffisamment mis en avant? Je ne sais pas. Je pense que augmenter notre confiance en nous, en France, améliorer ce genre de classement. C'est la leçon qu'il faut en tirer. J'ajoute quand même un point important dans ces chiffres, c'est que c'est la première fois qu'on fait un tel baromètre. Oui, donc on ne sait pas si ça baisse ou ça monte. Peut-être que ça s'améliore. On ne le sait pas. On verra à la deuxième vague l'année prochaine. En 15 ans, la France a vu sa part de marché tomber de 11,5% à 5,5% en Afrique. Comment inverser la tendance? D'abord, je ne peux pas nier ces chiffres, c'est la vérité. Simplement, j'apporte une petite nuance, c'est que la caractéristique des entreprises françaises, c'est de s'implanter très fortement sur le terrain. Nous avons 180 membres au CIAN, presque tous ont des filiales sur le terrain. Et donc les statistiques douanières, qui conduisent à ces chiffres que vous avez cités, les statistiques douanières ne traduisent pas cette importance de la France. Vous avez beaucoup moins d'entreprises anglaises, beaucoup moins d'entreprises allemandes implantées sur le terrain en Afrique. Donc je modère un peu ce propos, mais enfin c'est certain en tout cas que là, les chiffres sont les chiffres. En termes d'exportation, on a perdu, et au profit notamment des nouveaux acteurs asiatiques, essentiellement les Chinois. Donc je pense qu'il faut se focaliser sur les secteurs où on est fort, et où on a un différentiel de qualité, les infrastructures, les villes, la formation, les services, la ville intelligente, l'économie verte, la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons des champions, ou mondiaux, ou des PME qui ont des solutions extraordinaires pour l'Afrique. Il y a des secteurs entiers où malheureusement, l'industrie française a perdu un peu pied. Oui, je prends l'exemple de le secteur primaire, les mines. En gros, le secteur des mines était en quasi-totalité dans les mains d'entreprises françaises il y a 30 ou 40 ans. Et on a toutes les cartes du sous-sol en plus, à travers le BRGM. Le BRGM toutes les cartes du sous-sol africain, toujours disponibles. Qu'on vend aux Chinois. Voilà. Bon, alors il reste Eramet et il reste un certain nombre de compagnies françaises, mais enfin par rapport au passé, ça a beaucoup baissé. Deuxième exemple, le secteur bancaire. Nous avons quelques banques françaises qui continuent à œuvrer en Afrique, mais par rapport à la situation d'il y a 30 ans, il y a une baisse à cause ou grâce à l'émergence de nouveaux acteurs, notamment africains dans le domaine bancaire. Mais voilà aussi un secteur où d'autres acteurs sont arrivés. Sans parler des travaux publics, où là, nous sommes dans un monde ouvert, concurrencé, où nous sommes en concurrence frontale, avec des prix de revient beaucoup moins chers pour les Chinois, par exemple. Le MEDEF a fait de cette année 2019, en matière de politique africaine, donne une priorité aux ETI. Est-ce que pour le CIAN, c'est aussi un objectif de promouvoir le développement des ETI françaises en Afrique? Ce n'est pas un objectif particulier pour 2019 parce que c'est un objectif permanent. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un tissu industriel solide qui s'implante en Afrique et ça ne peut se faire que par des PME ou des entreprises un peu plus grosses africaines. Ce n'est pas les étrangers qui vont constituer un tissu industriel fort pour sortir de la dépendance aux matières premières. Donc pourquoi nous plaidons,
C'est un partenariat fort entre les entreprises françaises et les entreprises africaines. Nous disons à nos membres, notamment aux nouveaux entrants, ne vous installez pas en Afrique tout seul, trouvez un partenaire pour connaître les manières de faire dans le pays et pour vous ouvrir des portes pour la clientèle. Donc ça, c'est très important et ça peut contribuer effectivement à développer un tissu industriel local. J'ajoute que développer les PME en Afrique va faire diminuer le secteur informel, qui est un problème. Et qui va permettre de fiscaliser, générer des recettes davantage et donc générer des recettes pour les États. Voilà, c'est vertueux. L'Union européenne est en train actuellement de renégocier son partenariat avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ces mécanismes, il faut le dire, sont assez obsolètes et pas du tout centrés sur le développement des affaires. Comment l'Europe peut-elle encore fonctionner dans son partenariat avec l'Afrique avec des outils aussi rétrogrades ? Alors, je pense que d'abord c'est tout à fait d'actualité puisque nous sommes consultés très fréquemment par l'Union européenne et même par la France pour organiser elle-même sa propre doctrine dans ce domaine sur la renégociation de ces fameux accords de Cotonou, dits accords ACP, comme vous l'avez dit. C'est une vieille histoire qui met en face des groupes d'États et qui vient finalement de la période post-coloniale. Nous plaidons pour centrer davantage ces efforts, ces négociations sur la relation, autant le dire directement, Europe-Afrique. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les Caraïbes et l'Afrique ou entre le Pacifique et l'Afrique? Pas grand-chose. Dans la relation, un vieux passé, mais en dehors de ça, dans les relations entre les États, il n'y a pas grand-chose. Et ce n'est pas la même nature de problème. Donc il nous semble qu'on gagnera en efficacité en centrant ça là-dessus. La deuxième chose que nous pensons, c'est que la philosophie qui est des accords ACP, qui est d'une relation État à État, et donc financement ou aide, don de l'Union européenne aux États africains ou de l'ACP, devrait davantage mettre l'accent sur la notion de projet, non pas financer les programmes portés par des États, mais des projets portés par des entreprises. Ce n'est pas la même chose de financer un programme de développement d'un pays à 5 milliards d'euros d'une manière générale, ou de financer la construction d'un hôpital, la construction d'un pont qui est porté par un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage qui est une entreprise privée. Donc nous plaidons beaucoup pour que le secteur privé et les entreprises soient davantage associés à cela, et notamment que ce soit des financements de projets. Il faut rappeler que les économies européennes des 28 Européens et des 54 Africains pourraient être en 2050 équivalentes en termes de volume, oui. Et qu'il y a un enjeu majeur en termes de création d'emplois pour la France et pour l'Europe. Création d'emplois et stabiliser les populations sur place et donner de l'emploi aux 20 millions de jeunes Africains qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Étienne Giros, merci. Merci à vous.